Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Quelles sont les limites du pouvoir du CESAC face au pouvoir de l'UNPC? Quelle est la structure qui est censée sanctionner les journalistes en cas de bavure? Quel est le rôle de l'Église face à l'État? Mesdames et messieurs, quel est le point de vue de M. Jean-Marie Kassamba face au processus électoral actuel qui est en cours? Nous recevons le président de l'UNPC, le président provincial de l'UNPC et directeur général de Télé 50, M. Jean-Marie Kassamba, qui nous fait un immense honneur de répondre à notre invitation. Bonjour M. Jean-Marie Kassamba. Bonjour. Merci beaucoup du temps que vous avez disponibilisé pour nos téléspectateurs. Merci. Vous avez oublié de signaler que je suis enseignant aussi. Enseignant aussi. Oui, j'enseigne à l'ISIPA depuis 10 ans. Depuis 10 ans. L'entrepreneuriat, l'éthique et la déontologie, et le marketing autrefois. J'enseigne à l'ENA, l'École nationale d'administration, la communication institutionnelle, depuis la première promotion jusqu'à aujourd'hui. Et j'enseigne depuis l'année passée à l'université Kim, révérend Kim, ici à Kinshasa. C'est l'une des universités les plus modernes de la RDC. Et je viens d'être désigné le grand ambassadeur de cette université, surtout de la faculté des sciences de communication, où j'ai donné une conférence il y a quelques jours avec Didier Moumengi, le sénateur. Et voilà, je vais porter les couleurs de cette université désormais pour montrer que dans ce pays, on peut former la jeunesse pour que demain ne soit pas comme aujourd'hui. Vous avez un cursus important. Vous êtes suffisamment. 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 Vous avez beaucoup d'années que nous dispensons de la connaissance. Et j'aime ça. Si vous demandez de choisir parmi les 3 métiers, journaliste, enseignant et je suis un homme hétéroclite, polyvalent et qui aime porter ses casquettes pour servir. Servir d'abord mon pays. J'étais à Paris pendant des années, j'ai servi mon continent, la cause afro-caribéenne. Depuis une quinzaine d'années, je suis de retour dans mon pays. Je sers effectivement le pays à travers les médias, mais également à travers la jeunesse que j'encadre, à travers vous. Tout à fait. Que je protège également et que j'oriente dans l'exercice de cette profession qui est noble. Donc il n'y a pas à choisir. Président Jean-Marie Tout ce que moi je sais faire, effectivement, c'est dans le domaine de la communication, de la stratégie et dans le domaine de la géostratégie également, parce que j'ai fait le chest ici à Kinshasa avec beaucoup de généraux. Je donne aussi des conférences à l'école des guerres. Vous avez plusieurs casquettes, ça c'est très important. Et est-ce que vous êtes... Il paraît que vous êtes français, vous avez un passeport français. Est-ce que c'est une question qui se pose encore aujourd'hui dans notre pays? J'ai l'impression que, les gens, au lieu de capitaliser parce que la richesse, je vais vous êtes à la tête d'une structure je vais vous mettre nationale. La puce à l'oreille. Oui. S'il y a des choses que le président Tshisekedi a dit avec beaucoup de pertinence, c'est sur cette affaire de nationalité congolaise. La nationalité congolaise, elle est naturelle. C'est comme au Maroc, c'est comme en Israël, c'est comme aux États-Unis.
vous êtes Congolais et vous le restez toute votre vie. Mais lorsque vous accumulez des ouvertures, des possibilités d'enrichir votre identité, d'enrichir votre background, c'est ce qui va contribuer à faire éclore ce pays. Allez aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, vous-même, là, si vous allez aux États-Unis avec votre carte verte, hein, vous qui aimez jouer au loto ici, à la loterie, eh bien, vous arrivez aux États-Unis, votre enfant que vous allez accoucher va devenir américain. Il va oublier qu'il est congolais, il va servir les États-Unis d'Amérique. Mais il a le sang, comme Mutombo Kembe, c'était un Américain, mais tu sais qu'il a fait dans ce pays, rares sont ceux qui ont fait ces choses. Mais allez à votre parlement ici, le parlement de la République. Comptez parmi les députés, combien n'ont pas deux, trois. Je vais vous dire. Si vous n'êtes pas... Ah, écoutez, si vous avez je vous explique d'abord pour que vous compreniez ce que c'est. Allez au Sénat, allez à la présidence de la République. Parmi les collaborateurs du président de la République, beaucoup sont venus de la diaspora. Beaucoup sont nommés avec ordonnance présidentielle. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que le président de la République a nommé les gens qui ont la nationalité française, canadienne, belge, sud-africaine. Je n'ai jamais entendu ça. Mais M. Kassamba, qui est que président d'une association, vous vous délectez à reposer la même question tout le temps. Mais allez voir là où la Constitution, je dis bien la Constitution de la République, interdit qu'un ministre soit de nationalité étrangère, mais il y a des ministres qui en sont. Mais ça, c'est interdit. Le porte-parole du président de la République, père à son âme, mon grand frère, Kasongo Mwemba, pourquoi on l'a enterré en France? Alors arrêtez ces discours minimalistes, rétrogrades. Mais c'est parce que c'est en violation de la Constitution. Ça ne viole rien du tout. La Constitution dit que la nationalité congolaise Mais je suis de vous dire... est une exclusive, monsieur le Président. Je viens de vous dire et de vous donner des exemples le plus patents. Les élus de la République. Ça veut dire que la CENI, qui leur a donné le mandat, validé le mandat, la CENI, a violé la Constitution. Ça veut dire que le chef de l'État qui a nommé des gens notoirement connus, qui ont des nationalités étrangères, a violé la Constitution. Mais on doit se mettre d'accord que la nationalité congolaise est une exclusive, M. Jean-Marc. Écoutez, ça c'est en ligne, dans la ligne. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler avec vous, ceux qui sont en train de déposer des candidatures, là, ou plutôt préparer les candidatures pour être des députés, des élus. Allez fouiller dans leur dossier, ou dans leur vie de tous les jours. Merci beaucoup. Grandissez dans ce pays. Grandissez. Merci beaucoup. Les gens qui ont la double, la triple nationalité, c'est une richesse pour la RDC. Le président Tshisekedi, il avait dit d'ailleurs qu'on va revenir sur cette affaire des machins, excusez-moi du terme, c'est pin-up ça. Et merci pour beaucoup, preuve, Jean-Marie Kassamba. si maintenant nos compatriotes qui ont la nationalité étrangère, quand ils arrivent à l'aéroport ici, ils entrent, on leur donne le visa tout de suite, et puis s'ils peuvent renouveler, ils vont à la deuxième, on renouvelle. C'est ça d'un pays civilisé. D'accord. Vous pleurez, et je vais conclure par là, Oui. tout le temps quand vous allez à l'étranger pour avoir les papiers de ces pays-là. Vous faites même la grève de la faim. Et vous venez ici avec des petits discours un peu... Non, pas sérieux. J'espère que vous avez compris une bonne fois pour toutes. D'accord. Et la fois prochaine, vous ne me poserez pas cette question. Sinon, je vais vous renvoyer au Parlement, à la présidence, dans les ministères, dans des entreprises publiques. Tous les jours, on signe des ordonnances pour des gens qui sont détentrices, les personnes qui sont détentrices des autres nationalités. Ça ne gêne pas, ça ne doit pas même gêner d'ailleurs. Vous êtes président provincial de l'UNPC. Kinshasa, oui. Kinshasa, oui. Oui. On a suivi d'un certain de vos confrères dire que le CESAC actuellement est en train d'empiéter parfois sur le pouvoir, sur le CESAC s'accapare du pouvoir de l'UNPC, empiète sur les dispositions qui donnent le pouvoir à l'UNPC. On a parlé du cas de Louis-France Kouzi-Kessa, qui aujourd'hui n'exerce plus. Il y a des journalistes tels Comment il n'exerce plus? On ne le voit plus prester. Il y a une décision du CESAC qui le sanctionnait. Il y a des journalistes tels que
Peter Tiani, qui a été convoqué plusieurs fois au CESAC, dans l'affaire Lambert Mende et d'autres affaires. Qui est censé réguler les bavures de journalistes? Est-ce l'UNPC ou le CESAC? Moi, je pense qu'il aurait fallu lire les textes. Un pays, ça fonctionne sur base des textes. En commençant par la Constitution jusqu'au texte réglementaire qui nous permet de fonctionner les uns les autres. Étymologiquement, le CESAC, c'est la structure de régulation du contenu des médias. C'est une structure d'appui à la démocratie. La âme, l'autorité des médias, autrefois créée pendant la transition, avec Mouching à la tête, un grand journaliste, c'était aussi ça. Régulation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le critérium que doivent remplir, notamment, les médias pour fonctionner en République démocratique du Congo et la manière de fonctionner. L'UNPC, c'est l'autorégulation de la presse ou des médias en République démocratique du Congo, reconnue comme telle depuis l'UPESA jusqu'à aujourd'hui. Ça vient d'être renforcé par la nouvelle loi qui vient d'être promulguée et sur laquelle nous avons beaucoup travaillé. Moi-même, j'ai présidé une commission qui s'appelait la nouvelle communication nationale de la RTC. Et il y avait d'autres commissions qui, notamment, ont travaillé sur les statuts, sur la viabilité des médias, etc. etc. Je suis le rapporteur pour les suivis des recommandations de ces états généraux. Lorsque un média commet une faute, un média, c'est-à-dire, par exemple, le programme de ce que nous sommes en train de faire ensemble ici, s'il y a une déviation ou quelque chose de travers, règle numéro 1, le CESAC ne peut que voir soit le directeur de programme de Buzz Télévision, soit le patron de Buzz Télévision qui peut venir pour donner des explications sur le contenu de ce qui s'est passé dans cette émission. Et les cas échéants, écouter en second lieu le journaliste présentateur. Ça, c'est le pouvoir du CESAC. Le CESAC n'a pas qualité de convoquer un journaliste. Non. Le CESAC s'adresse à l'UNPC, qui est l'autorégulation, qui peut et qui doit. Parce que notre éthique et déontologie professionnelle nous indique qu'il y a un certain nombre de comportements affichés quand nous exerçons notre métier. C'est l'UNPC, à travers la commission des disciplines et d'éthique professionnelle, qui doit convoquer les journalistes sur base d'une plainte. Dans le cas de M. Peter Tiani qui avait été je vais revenir par le CESAC. Je vous donne d'abord le principe. Je vous donne d'abord le principe. Il n'y a pas de problème. Il faut que le journaliste soit fait l'objet, ait été l'objet d'une plainte déposée par quelqu'un qui a été invectivé ou inquiété par Jean-Marie, plutôt monsieur Mende s'était plaint. Dans le cas d'espèce, et je connais les sujets parce que c'était sur ma chaîne. Justement. Monsieur Peter Tiani, journaliste, était invité dans le programme qu'on appelle King Direct. Oui. Il s'est exprimé, il a dit des choses effectivement sur Lambert Mende. Et le lendemain, Lambert Mende m'a appelé, moi en tant que patron de Télé 50, pour s'inquiéter de la manière dont Peter Tiani s'exprimait, etc. Et je lui ai conseillé, s'il s'est senti indisposé, d'envoyer une équipe pour le droit de réponse, ou s'il pense que ce n'est pas suffisant, il peut saisir la commission de discipline de l'UNPC. Comme ça s'est fait traditionnellement. À ma grande surprise, j'ai appris que parallèlement, il y a eu déjà la saisine du CESAC. Et moi, j'ai pris langue avec le CESAC, effectivement, pour expliquer que il faut attendre que l'UNPC convoque M. Tiani et l'entende et prenne des dispositions ou des mesures, etc., etc.
Avant que M. Tchani... Avant que le CESAC fasse quoi que ce soit. Parce qu'il y a un délai. Si l'UNPC ne fait pas ce qu'il faut, le CESAC peut effectivement convoquer la personne. Mais on a inversé les démarches, on a précipité les choses, et ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Qui a violé les lois? L'UNPC ou le CESAC? Je suis en train de vous dire que d'une manière chronologique, c'est d'abord l'UNPC qui traite les dossiers. Et si ça nécessite que le directeur de programme, parce que mon directeur de programme était invité au CESAC pour le contenu de l'émission. Parce que le CESAC a aussi pour mission de pédagogie. Mais dans les cas de M. Tchani, il y avait des pesanteurs tels qu'il aurait fallu d'abord les sanctionner parce qu'il fallait les sanctionner. Et il a été sanctionné. Et moi, je pense que ce sont des choses qu'il faut recadrer, éviter, pour que les choses se fassent dans notre pays d'une manière cohérente. Cohérente. Donc vous ne voudrez pas un jour revoir ce qui s'est passé dans le cas d'un autre journaliste? Ce sont les discussions que j'ai eues et que je continue à avoir avec les CESAC, les responsables des CESAC, qui sont en majorité des journalistes et qui connaissent ce qu'ils sont en train de dire et qui ont les textes. Est-ce que vous avez vu, monsieur, vous avez saisi, vous avez vu le CESAC, vous avez vu le président du CESAC? Bien sûr, j'en ai parlé avant, pendant et après avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, il m'a expliqué la dextérité avec laquelle ce dossier devait être traité, qu'il y avait effectivement... parce que, je vous signale par ailleurs que Lambert Mende, ses avocats étaient aussi invités au niveau de l'UNPC. Et que M. Tchani était invité à l'UNPC avec ses avocats. Donc ce n'était pas une question qui était, on va dire, laissée de côté. Mais bon, ceux qui disent que le CESAC est instrumentalisé par le pouvoir, c'est une hypothèse. J'ose pas croire. J'ose pas croire. Pourquoi? Parce que le président du CESAC et son comité, d'abord ce sont des journalistes d'un haut rang, enfin, d'une certaine qualité. Et que toutes les sorties sont... de M. Bossembe, président Bossembe, avec ses équipes, ils ont toujours manifesté, dit qu'ils ne peuvent pas être assujettis ou inféodés au pouvoir, qu'ils ont été nommés et que leur mandat est ingrat vis-à-vis du pouvoir. Ça donne peut-être le principe. Est-ce que dans l'action, c'est le contraire? C'est ce qu'on beaucoup de gens se posent comme question, effectivement. Mais moi, je n'ose pas croire que ça doit être le cas. Pourquoi? Parce que si on veut aider notre démocratie, nous devons nous en tenir souvent au texte et gérer l'opinion avec beaucoup de précision pour ne pas prêter les flancs à ceux qui commentent. Pourquoi? Parce que les gens se posent souvent la question, à qui profite la décision? Pour ne pas dire le crime, la décision. Et donc, le CESAC, c'est aussi la sagesse de gérer les choses avec une certaine, comment dire, avec beaucoup d'équilibre, ce que je veux dire. Beaucoup d'équilibre. Pourquoi? Parce que s'il y a 3 cas, 4 cas, où on sent que ces sujets touchent au pouvoir, aux personnes liées au pouvoir, et qu'il y a des sanctions qui sont rapides et parfois sévères vis-à-vis de ces gens, et que le contraire n'est pas fait lorsque les cas touchent par exemple les gens de la société civile ou de l'opposition, la conclusion est vite trouvée par les gens. Donc il faut être extrêmement vigilant quant à ceux. Et moi j'ai confiance encore. Beaucoup de journalistes, surtout ceux qui ont été sanctionnés, disent que M. Bossembe, le président du CESAC, ils sont en train de le critiquer, lui, la personne de Bossembe, pendant que la décision est prise plutôt par la plénière. Non, mais c'est parce que... Pas le bureau et la plénière. Non, mais c'est parce qu'il y a eu aussi beaucoup de débats au sein de la plénière, enfin, entre le président, le bureau et la plénière. Et il y a certains membres de la plénière qui se sont plaints sur certaines décisions. Prises par le CESAC. Prises par le bureau du CESAC. Le bureau du CESAC. Parfois par le président lui-même. Et donc... Comment vous savez tout ça, président Jean-Marie Kassamba? Comment je sais tout ça? Je suis un responsable.
je suis journaliste, et puis ça se passe pas sur Mars, hein, tout ce qui se passe à Kinshasa. Et donc, si déjà au sein de la plénière, si au sein peut-être pas du bureau, mais au sein de ceux qui dirigent, il n'y a pas une certaine harmonie, une certaine cohérence, les fuites existent hein, dans notre pays, malheureusement. Et ce sont ces fuites qui prêtent le flanc à ceux qui commentent. Mais je continue à dire que le président Bossembe, c'est un bon journaliste, c'est un bon juriste, et que il est très équilibré dans sa manière de faire. Mais il ne faut pas qu'il prête le flanc. Parce qu'il y a une vie après les CESAC. Il y a une vie après les CESAC. Absolument. Il y a une certaine opinion. Et ça contribue à la crédibilité et du CESAC, et de lui-même, et même des décisions qui seront prises par le CESAC, vis-à-vis des uns et des autres. Nous l'avons reçu ici également, monsieur le président du CESAC, Christian Bossembe, que nous saluons là où il se trouve. Moi aussi, je l'ai reçu. Et je lui ai posé les mêmes questions. Oui. Et il m'a donné des assurances que le président, parce que, après tout, je suis le président des journalistes et il est journaliste, enfin, pour le moment, il ne l'est plus, mais il reviendra parce qu'on est pour la vie. Il a donné des garanties qu'il va s'en tenir au texte et qu'il va se comporter en conséquence. Il a dit aussi que les textes n'interdisent pas à une personne qui est juriste de formation d'être président du CESAC. On va prendre son cas particulièrement. Est-ce qu'il est nécessairement obligatoire que le président du CESAC soit journaliste de formation? Non. Non, il a qualité d'être président du CESAC. Mais ce n'est pas nécessaire qu'il signe Maître Bossembe. Ça, ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire. Pour finir, pour clore ce dossier, si vous devriez lui donner un conseil. C'est un conseil, surtout en cette période préélectorale. Dans cet environnement très sensible, la presse doit jouer un rôle capital. Mais le CESAC, encore plus, doit être... Allez, je ne vais pas utiliser les termes un peu galvaudés aujourd'hui, de l'église au milieu du village, mais le CESAC doit être comme une espèce de soupape qui filtre. Parce que je suis certain qu'il y a des coups de fil qui fonctionnent. Je suis certain qu'il y a des options qu'on lève. On dit voilà, politiques. Tel média avec telle ligne éditoriale, telle personne, voilà, je sais. Je vis dedans depuis 30 ans, donc je sais, en politique, ça ne manque pas. Même ailleurs, ça se prend, ces décisions. Mais un homme à qui on donne des responsabilités n'est dur, ne garde sa probité et sa personnalité que lorsque il dépasse les intérêts partisans. Pourquoi ? Regardez à travers l'histoire de notre pays. La plupart des gens qui ont été zélés dans la manière de vouloir plaire au pouvoir, plaire au leadership, etc., c'est-à-dire zélés, et je souligne zélés, ces gens ont été souvent soit vomis, soit désabusés, ou mal remerciés par les gens qu'ils voulaient servir. Regardez ceux qui ont traversé aujourd'hui, qui étaient avec Joseph Kabila. Vous connaissez les noms. Pas besoin de les citer ici. Combien n'ont pas été plus kabilistes que Kabila lui-même? Des gens étaient tentés même de penser que c'était de braves gens, sincères dans leur démarche, et qui voulaient que le bien de Joseph Kabila, etc. Où en sommes-nous? Et puis, les retournements des Kazakhs, c'est sans coup faire rire, c'est avec une telle facilité qu'on a à se poser la question, mais où est la dose de l'éthique, la dose de la personnalité, le principe de base? Mais moi, je continue à croire, et je vous le dis, que le président Bossembe est jeune, talentueux, il a le flair, et d'ailleurs, par ailleurs, il a une casquette de coach, n'est-ce pas? Il donne souvent des conseils. Il doit savoir
qu'en matière de politique, tout est mouvant. Tout est mouvant. On parlera peut-être certainement du processus électoral tout à l'heure. Vous verrez que les radicaux d'hier, à l'époque de l'opposition d'hier, qui est devenue pouvoir, eh bien, ça sont mordus les doigts lorsqu'il s'agit des FCC Cash. Et bientôt, ceux qui étaient des radicaux encore du pouvoir, qui pensaient que le divorce était consommé, que tout pouvait aller comme sur des roulettes, aujourd'hui, ils vont peut-être encore se mordre le doigt. Merci beaucoup, Président Jean-Marie Kassamba. On va prendre la deuxième thématique, c'est celle des relations État et Église. Oui. Église catholique. Vous allez vous souvenir de cette déclaration du chef de l'État, Mbujima, qui dit qu'il y a des évêques qui sont dans une sorte de dérive, une dérive dangereuse. Qu'en pensez-vous? Moi, ça me rappelle ce que le maréchal Mobutu avait dit du cardinal Maloula. Il avait dit, il n'est pas question que les princes de l'Église s'occupent de la politique. Les gens sultanes doivent s'occuper des ouailles, etc. Maloula a quitté les Zaïre de l'époque, dans les années 70. Il est parti s'exiler à Rome. En 78, 13 parlementaires, lettres sulfureuses sur 52 pages, sur le régime de Mobutu. Et durant tout le reste du temps de Mobutu, l'Église catholique était les piliers de l'opposition. Je dis bien le pilier. La plupart des réunions de l'opposition se prenaient dans l'Église catholique. Beaucoup de leaders de l'opposition de l'époque étaient cachés par l'Église catholique. N'est-ce pas une dérive? Ça me rappelle, c'est que certains, je n'allais pas dire autocrates, non, certains collaborateurs de Joseph Kabila disaient de Mosengo, et tout d'abord à l'époque de Douze, mais surtout plus Mosengo. Non, c'est un politicien en soutane, il faut qu'il sache ce qu'il veut, il veut vous remplacer, on doit le marginaliser. Mais, tout chemin mène à Rome, oui, même si Rome n'est pas le centre, mais tout pouvoir a convergé vers l'Église catholique, parce que en 2018-19, c'est l'Église catholique à travers la Senko qui a presque validé le processus électoral. Ambongo et les autres sont dans la même veine, même filière. Ils sont en train de faire exactement la même chose. Et donc, est-ce qu'ils n'en font pas ce n'est pas une dérive, c'est un rôle, on va dire, classique de l'Église catholique, proprement dite. L'Église protestante peut-être, mais ce n'est pas une spécialité congolaise. Écoutez l'archevêque d'Abidjan, écoutez, allez au Cameroun, écoutez l'archevêque, le cardinal du Cameroun, par rapport à Paul Biya. Il n'est pas tendre, aller en République centrafricaine ici. Moi, je pense que il n'y a pas de dérive du tout. Ils ne se dérogent pas de leur rôle d'évangéliser le peuple. Non. Ce n'est pas un rôle qui n'est pas les leurs. Non, pourquoi? Parce que l'Église elle-même dit, nous avons la mission évangélique, pour ne pas dire de s'occuper à la fois de la marche de la société, mais aussi des ouailles. Le peuple qui est heureux, qui est malheureux, c'est le peuple qui va à l'Église. L'Église catholique a des écoles, a des hôpitaux. Ça, c'est pas spirituel, ça. Et donc, on ne doit pas trouver toujours l'excuse. On a même vu certains prêtres qui ont marché, qui ont fait des marches. Oui. En 1992, la marche des chrétiens, c'était qui? C'était quoi? Des policiers? C'était des prêtres? Des chrétiens? Quand Kabound parlait 50-50, qu'est-ce que ça voulait dire? Vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien. Absolument, je suis chrétien. Est-ce que c'est écrit est-ce que Jésus-Christ a aussi fait une manifestation? Bien sûr. Laquelle? Jésus faisait de la politique, s'il vous plaît. Pourquoi Jésus a été en guerre contre le pouvoir de Rome qui devait assujettir
les Juifs, quand Jésus expliquait à chaque fois qu'il faut que le roi respecte la suprématie de Dieu, ou les travers de l'église, comment dire, des princes qui devaient gérer, notamment ces Roms qui colonisaient son peuple juif. Le pharaon, hein, si vous vous rappelez bien, avec les Juifs là-bas. Les pharaons, c'était quoi? C'était le dirigeant égyptien. Mais il y avait les spirituels, Joseph et compagnie, qui étaient là-bas chez Pharaon. Vous pensez que ça date d'aujourd'hui? Non. D'accord. Il y a toujours l'embrigadement entre l'Église et la politique. Il suffit de voir Rome, l'État le plus petit, mais l'État le plus influent. Donc on ne doit pas choisir l'Église quand ça nous arrange. Aujourd'hui, tous ces pasteurs, le prof Mbata dit qu'ils en je vous font un peu pose de la trop. question, Professeur tous ces Mbata. pasteurs qui prient chaque jour au stade de martyrs, qui sont autour du président, c'est les rôles. Dites-moi, c'est les rôles? C'est pas les rôles. Mais ils sont là, ils sont acceptés comme tels. Prenons l'arrestation de quelques membres de l'opposition. On va prendre les cas de Mike Mochebai, le cas de Salomon Kalonda, Franck Diongo, même un certain jeune d'Envol. Pensez-vous que, comme les opposants, qu'il y a dérive, qu'il y a violation des libertés publiques? Il faut regarder dans notre histoire que très souvent, lorsque les opposants sont arrêtés, la lecture de l'opinion, c'est l'appropriation du combat des opposants. De tout temps. Lorsque les Mongoul-Diak, condamnés à mort, les Ngouz Karlibond, condamnés à mort, lorsque Etienne Tshisekedi, les 13 parlementaires, arrêtés, relégués dans des prisons à travers le pays, lorsque Mzee Laurent Désiré Kabila était traqué, lorsque les Franck Diongo, je peux vous en citer d'autres, durant le mandat de... Les Zaidi Ngoma, par exemple, ou les Olengankoy, à l'époque de Mzee. L'opinion prenait toujours, comment dire, la cause de ces gens. Dans les cas d'espèce aujourd'hui, nonobstant ce qu'on peut dire, c'est qu'on les reproche. Moi, je ne fais pas un procès à la justice. Mais il faut regarder dans la procédure d'arrestation, les contenus des dossiers, ce qu'on les reproche, etc. On pousse ces gens, même s'ils ont commis peut-être des infractions, on les pousse dans les bras de l'opinion, et nationale et internationale. Et ça ne peut pas faire les affaires du pays, du président et de l'exécutif. Le chef de l'État dit qu'il n'est pas content de l'action de la justice dans l'ensemble. Raison de plus. Ça veut dire que c'est une déclaration qui porterait, je mets ça au conditionnel, à discréditer parfois certaines procédures, certaines arrestations. Les gens vont dire, mais le président lui-même a dit que la justice tue le pays. Donc, ils font l'analogie. Ça sous-entendrait à dire que les arrestations qu'on constate ne sont pas régulières. C'est pour ça que j'ai mis au conditionnel. Donc le président lui-même n'est pas content de la manière dont fonctionne notre justice. Or, ces gens sont pour autant dire que appréhendés. l'opposition se victimise un peu de temps à autre. Quand, Ben, je vous ai dit, c'est qui est normal. Allez en Russie, vous allez voir le monsieur qui est instrumentalisé par l'Occident là-bas, la vanille, je pense. Eh ben, pour l'Occident, c'est l'homme qui est le plus brimé, le plus machin, etc. Peut-être ce monsieur a trahi son pays d'une manière ou d'une autre. La question est, quand on fait de la politique, il faut toujours se poser la question, quelle serait l'interprétation de l'opinion de la décision que je vais prendre? Comment l'opinion va prendre? est-ce qu'il faut, tenir compte de l'opinion ou respecter la loi? Les deux, mon général.
Les deux. Oui. Comment cela? Même si l'opinion va à l'encontre de la loi. Non. Il faut respecter la loi lorsque la loi est interprétée et utilisée à bon escient, pour ne pas dire de manière impersonnelle. Il faut tenir compte de l'opinion lorsque la majorité des gens pensent que la décision qui est prise est injuste. Il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse, qui dit non, dans les cas d'espèce, non, c'est pas vraiment ça. Même si réellement, la personne, il y a des preuves, des culpabilités. Je vous pose une question, je pense que c'est pas mon rôle. Entre la rigueur de la loi et l'aspiration de l'opinion. Alors, prenez 3-4 procès. 100 jours, certaines personnes qui ont été, on va dire, inquiétées, atteintes à la sûreté de l'État, etc. Le délai que ça prend, la procédure, la manière dont les gens ont été appréhendés, les contenus des dossiers. Et nous avons quand même une opinion qui a une certaine, pas maîtrise, mais qui essaie de réfléchir sur tel ou tel dossier. Moi, l'autre fois, je disais sur Katumbi, à l'époque du président Kabila, que les histoires des mercenaires, les histoires de Katumbi a fait ceci, c'est un peu tiré par les cheveux. C'était monté de toutes pièces. J'ai dit c'est un peu tiré par les cheveux et que ce n'était pas nécessaire. C'était vrai. Bon, si c'était vrai. Et la conséquence, c'était quoi? C'est une question que je pose. Non, mais ce n'est pas moi qui ai pris cette décision. Moi, je disais, quand on regardait de la manière dont c'était fait, c'était tiré par les cheveux. Et j'ai déconseillé ça. Je disais, ce n'est pas nécessaire. Et pour le président Kabila, et pour la République. Mais il y avait des élèves qui faisaient ces choses-là. Et on est presque dans la même situation aujourd'hui. Et les gens ne se posent pas la question, en prenant ce type de décision, en quoi ça va aider le pays? En quoi ça va aider le président? En quoi ça va faire avancer les dossiers? Vous pensez que les arrestations vont faire baisser le taux du dollar? Est-ce que vous pensez que les arrestations vont libérer Bunagana? Justement. Est-ce que vous pensez que les arrestations vont permettre, si on est buté à des situations beaucoup plus difficiles pour organiser les élections, ces arrestations vont occasionner l'organisation rapide des élections? Justement, président Jean-Marie Kassamba. Ce sont les questions que de conseillers stratégiques doivent se poser pour faire des vraies notes au chef de l'État. Et puis dire, voilà, dans telle situation, voici comment ça se présente. Si jamais on prend ces décisions, voilà les conséquences. À vous de prendre la décision idoine. C'est comme ça que ça marche. Quand l'opposition dit que le pays est mal géré, la situation est c'est son rôle. Socio-économique est vraiment désastreuse et que le pouvoir dit, en tout cas, le pays va mieux. C'est son rôle aussi. Quel est votre point de vue? Ben, mon point de vue est que, entre ce qui dit l'opposition, oui, que tout est noir, c'est faux. Tout n'est pas noir. Il y a des choses qui sont faites, qui sont tout à fait appréciables. La mise en place du CESAC, par exemple, pas du CESAC, de l'IGF, par exemple. Oui. Formidable. Enfin, c'est pas la mise en place, c'est l'application de la Constitution. Tout à fait. Depuis le président Kabila, l'IGF dépendait de la présidence de la République. À un moment donné, ça ne fonctionnait pas tellement bien parce qu'il n'y avait pas les allocations nécessaires, il n'y avait pas, etc. Aujourd'hui, on a boosté et ça donne quelques résultats. Il faut féliciter, c'est bien fait. Le programme des 145 territoires, par exemple, c'est une très bonne initiative, mais il faut la faire jusque dans les fonds de nos territoires et l'appliquer et éloigner le maximum possible d'interférences et des prédateurs qui peuvent aller empêcher que... Globalement, le pays va mieux qu'il y a 4 ans. Non. Va mal qu'il y a 4 ans. C'est les constats et je pense que quand on raisonne d'une manière scientifique, on regarde les paramètres, il y a effectivement beaucoup de secteurs qui posent problème. Mais ce n'est pas l'hécatombe, ce n'est pas noir, ce n'est pas
parfois les gens caricaturent un peu à souhait. Si vous étiez devant l'urne et qu'il n'y a que 2 candidats, Tshisekedi et Kabila. Je ne peux pas le dire, je suis journaliste. Mais qui a bien géré? Qui a mieux Je géré? ne peux pas le dire parce que je suis journaliste. D'accord, monsieur Jean-Marie Kassamba. Prenons le processus électoral qui est en cours actuellement. Il y a cette revendication de l'opposition sur notamment la recomposition de la CENI, la recomposition de la Cour constitutionnelle, la remise en cause aussi bien de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI que de la loi électorale, les préalables de l'identification et de l'enrôlement des électeurs dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamouth, enfin la publication des listes électorales et les besoins de l'audit externe du fichier électoral. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Ici, c'est moi qui pose des questions. Non. Je pense que, d'une manière générale, ce qu'ils ont dit, ils ont raison. 1. La Constitution doit être respectée. 2. Pour que les choses se fassent d'une manière cohérente, il faut que les gens qu'on délègue à la CNI, c'est comme si les gens qu'on a délégués au CESAC, est-ce que ça pose problème? Non. On n'a même pas parlé du CESAC là-dedans. Non, on n'a pas parlé du CESAC. Et pourtant, la mise en place du CESAC est presque la même chose que la CENI. C'est-à-dire? Il y a une partie des gens qui sont envoyés par la présidence de la République, une partie envoyée par nous, professionnels, une partie envoyée par, je pense à la société civile, les organisations d'autres médias, etc. Ça fonctionne. Oui. Mais lorsqu'il parle du fichier électoral qui doit être validé pour rassurer les uns les autres, où est le mal que s'il n'y a rien à redire sur les fichiers, ben mettez les fichiers en place, trouvez une... C'est une affaire d'une semaine, même pas. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Tout est bon. Non, je pense que c'est fondé. Maintenant, on a un problème de timing. On a un problème de timing. Ce sont des choses qu'il aurait fallu faire avant pour respecter le délai d'organisation des élections. Répondre à toutes ces revendications. Toutes ces histoires ont été soulevées depuis Malonda. Vous vous rappelez Malonda? Oui, tout ça. Mais aujourd'hui, répondre à ça... il y a eu des gens qui ont dit non, 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 on peut aller comme ça, c'est pas un problème. Dans notre pays, on a toujours contesté, on finira par accepter, etc. Mais ça nous rattrape, parce qu'on n'est pas maître de temps et de tout. Mais il y a glissement, certainement, si on applique ça. Mais écoutez, moi je l'ai dit depuis 4 ans, j'ai été reçu ici chez vous, les gens me posaient toujours la question, mais est-ce qu'il y aura élection en 2023? Je vous disais non. Et j'expliquais pourquoi. Parce que c'est bien facile de dire non, mais j'expliquais pourquoi. Pourquoi? Vous voulez que je répète encore? Je vous avais dit à l'époque, pour faire de bonnes élections, il faut anticiper sur les moyens financiers. Moi, j'ai reçu les responsables de la CENI qui continuent à se plaindre sur l'indisponibilité des moyens suffisants pour les opérations des élections. 2. J'avais dit à l'époque qu'il faut une loi électorale qui doit rassurer les uns les autres. On est revenu là-dessus. Je vous avais dit à l'époque qu'il nous faut de la logistique nécessaire quant à ce. Regardez le balbutiement entre le fichier, les cartes même des lecteurs. Tout ceci devrait être fait d'une manière sereine avec beaucoup plus de précision. Quand on le dit, ce n'est pas parce qu'on n'est pas content. On le dit parce qu'on a un tout petit peu l'expérience des cycles passés. Et qu'on a vu là où ça va pêcher et comment ça a été recadré, etc. etc. Et donc aujourd'hui... Je vous donne un exemple simple. 2023, il y a 910 partis politiques. Sur 100% de ceux qui ont retiré les formulaires de dépôt de candidature, moins de 100 partis ont déposé. Nous sommes à quelques jours de la fin du délai. Moins de 100 partis. Oui, moins de 100 partis, d'après mes informations. À moins que ça ait augmenté depuis, mais ça m'étonnerait. Pourquoi? Pourquoi? La majorité des partis qui sont créés sont de l'Union sacrée. Pourquoi même les partis de l'Union sacrée n'ont pas confiance à déposer vous concluez déjà leur dossier? Vous concluez déjà qu'il n'y a pas confiance. Déjà, non mais il y a un tout petit peu d'hésitation par des gens qui ont censé aller les yeux fermés. Mais la CENI dit, l'organe technique dit que 2023, il y aura élection. Bon. La magie existe aussi.
Mais s'il n'y a pas élection, qu'est-ce qui peut Ben, ça faire? va se passer comme ça se passe par ailleurs. Les gens vont se retrouver autour d'une table, ils vont redéfinir, ça ne sera pas la première fois. Rappelez-vous, en 2006, on avait décalé un peu, en 2016, on avait décalé encore. Ben, cette fois-ci, si on décale, les ciels ne vont pas tomber. Mais il faut le faire bien et propre et avant. Il ne faut pas attendre à la dernière minute parce que les esprits vont s'échauffer. Et là, on va faire entrer dans la bergerie des médiateurs, des intermédiaires. Et c'est ce que j'avais déconseillé depuis. J'ai dit, maintenant que le président de la République est le garant du bon fonctionnement le glissement est inévitable. Mais écoutez, faites les analyses le plus simplement possible. Vous allez voir qu'il y a plus de probabilités d'un décalage que plus de probabilités que ça se passe dans le temps et dans l'espace. Par exemple, il y a des cas qu'on n'a pas enrôlé nos compatriotes. À ma connaissance, la loi n'autorise pas des élections partielles. À ma connaissance. Il faut d'abord pacifier la partie Est pour aller aux élections. C'est un des cas de force majeure. Un des cas de force majeure. Dans le cas précis, qu'est-ce que vous proposeriez? Que les gens se parlent franchement, qu'ils prennent du temps de le faire assez rapidement, et qu'on évite les tabous. Ce qui pose problème dans ce pays, ce sont les tabous inutiles. Les tabous inutiles. Parce que, in fine, on finira par le faire. Rappelez-vous, à l'époque du rassemblement, Genval, vous vous rappelez? Oui. On avait dit non, pas de discussion avec les forces du mal qui ont détruit le pays, etc. Quelques mois après, ben, il y a eu Ibiza. Quelques mois après, il y a eu les négociations de l'Union africaine avec Edem Kodio. Les gens qui disaient non, Kabila c'est un diable, on ne va pas le rencontrer, etc. Ils se sont vus. Et ensuite, il y a eu la Senco. Et on avait dit non, on ne peut jamais travailler avec les gens qui ont détruit le pays, etc. Et puis il y a eu FCC Cash. Et le président Tshisekedi l'a dit avec beaucoup de sincérité qu'il regrette que cette option levée par Joseph Kabila à son temps n'a pas été pérennisée à cause notamment des zélés de part et d'autre. Ceux qui étaient avec Kabila disaient non, sinon nous avons le pouvoir, nous avons la majorité, il n'est que président. Au lieu de respecter le président de la République, parce que c'est lui qui faisait fonction, à qui il y a eu remise de reprise, on est en train de finir. Il se soit mal comporté. Du côté du président Tshisekedi et quelques... Ce vieux débat qui a eu le domicile pendant un moment, quand Kabila a quitté le pouvoir, il a laissé le pouvoir à Tshisekedi. Le débat qu'il avait, c'est que, est-ce que Kabila peut-il revenir? Mais Kabila, il a fait ses 2 mandats. Il est devenu un citoyen comme tout le monde. De par la loi, il ne peut pas revenir. Quelle la loi? Donnez-moi l'article. Non, de par la loi, il peut ou ne peut. Mais donnez-moi l'article qui l'interdit de faire la politique. Ma question, est-ce qu'il... Mais Lula, il a été bien président au Brésil. Est-ce qu'on a la même constitution? Oui, bien évidemment. Est-ce qu'on a la même constitution? Mais donnez-moi l'article de la Constitution qui interdit à un ancien président qui a fait 2 mandats de devenir candidat à président. Le mandat est renouvelable une seule fois, M. Jean-Marie Kassamba. Comment? Le mandat du président est renouvelable une seule fois. Oui, mais il a épuisé. Il ne peut plus revenir. Non. Mais je vous ai posé la question, donnez-moi un seul article de la Constitution. C'est ce que je dis, le mandat... Ça n'existe pas. Monsieur, même, je vais vous aider parce que vous n'êtes pas le dire, le titre honorifique de sénateur à vie, c'est de l'honneur. Ça n'a rien de restreint. Ça n'a rien de restreint. Joseph Kabila, il a fait ses 2 mandats, il a terminé. Aujourd'hui, il voyage, il s'occupe de ses fermes, etc. Il a une famille politique, il est encore jeune, il a toutes ses capacités pour s'occuper de la vie politique de ce pays. Il n'y a pas de souci. Et tout le monde le sait. Le bon juriste de ce pays le savent. Qu'il peut revenir. N'ayez pas peur de dire des choses un peu plus simplement. C'est comme les gens qui, très souvent, n'osent pas dire le président Kabila. Mais on dit bien le président Tshisekedi, on dit bien le président Mobutu, on dit bien le président Kassavobo. Moi, on me dit président. Pourquoi vous n'osez pas dire président? Ça fait quoi? Pourquoi vous dites à la place sénateur à vie? Je pense que ça, c'est un peu mesquin. Vous comprenez?
soyons simples. Notre pays a besoin de la sérénité. Et de vivre la vie on ne peut plus simplement. Et vous verrez que les choses iront de soi-même. Il va s'exprimer, vous l'avez côtoyé, je pense il a dit qu'il va s'exprimer. Je pense qu'il avait dit lui-même. Hein. Ça lui appartient à lui de dire il peut dire quoi? Quand, comment, il peut dire quoi? Il peut parler de son pays, de lui-même. Il est docteur maintenant, il a toutes ses capacités pour dire ce qu'il a envie de dire. Moi, ce n'est pas mon problème. Président Jean-Marie Kassamba, on est en train de finir. Le président Tshisekedi a fait son mandat, presque à la fin. Alors, la question, si vous deviez donner un conseil, lequel lui diriez-vous au président Tshisekedi? Bon, écoutez, moi, je ne suis pas le conseiller du président. Non. En tant que Congolais, c'est notre président. Tout à fait. Tout ce que je peux lui dire, que la Constitution de la République lui reconnaît le rôle du garant. Et surtout de celui qui doit rassurer tous les Congolais. C'est lui qui doit rassembler. C'est lui qui doit travailler pour l'intégrité de nos territoires. C'est lui qui doit veiller au bon fonctionnement des institutions. Et donc, je l'ai écouté dernièrement, il est revenu là-dessus, que tout ce qu'on lui prête, dictateur, pas démocrate, etc., c'est pas dans sa veine. Moi, je pense que nous, il est de ma famille, de chez nous, on n'est pas fait comme ça. Nous, les Nampouka, les gens de Kabeka, on a les sangs chauds, oui, bien, mais on est souvent réaliste, etc. Il faut que les gens aident le président à gérer notre pays dans la sérénité. Il y a beaucoup de gens, excusez-moi du peu, qui conseillent des choses qui ne sont pas idoines. Il faut poursuivre tel, il faut brimer tel, il faut... Ça ne c'est pas nécessaire. Le président, il a un mandat full, il a les prérogatives qui sont reconnues par la Constitution, il a beaucoup de choses à faire pour le pays, il ne faut pas les réduire au niveau partisan. Et lui, il est conscient de ça. Il peut gagner les élections aussi. Mais bien évidemment, s'il explique bien, je vous ai dit qu'il a fait un certain nombre de choses qui sont mal présentées d'ailleurs. Il a fait énormément de choses, mais qui sont mal présentées. C'est de la faute des gens qui n'ont pas pu faire le travail qu'il fallait. Mais c'est pas tard, ça peut être rattrapé. Donc il faut surtout son plan qu'il explique les choses qu'il a faites, que les Congolais puissent bien le comprendre, d'une part. Et puis d'autre part... Son plus grand succès, ce serait lesquels? Je vous ai dit des choses qui ont fonctionné. Et son plus grand échec? Non, on ne peut pas parler d'échec, on parle des choses qui ne sont pas bien orientées, qu'il ne fallait pas faire, voilà le terme. Exemple, il ne fallait pas couper avec les FCC, par exemple. Lui-même vient de le reconnaître. 2, l'EAC, ce n'était pas nécessaire. 3, il y a un certain nombre de structures qui ont été mises en place, qui n'ont pas bénéficié de frais de fonctionnement et qui n'ont pas joué les rôles pour lesquels ils ont été mis en place. Oui. Notamment certaines agences, etc. Merci beaucoup, Président Jean-Marie Kassamba. Notamment structurer nos services qui doivent avoir suffisamment de moyens, le renseignement, l'armée, etc. C'est une chose qu'il faut... Le Congo, c'est une puissance latente. Donc il faut donner plus de moyens à notre pays pour aller de l'avant sans état d'âme. Merci beaucoup, Président Jean-Marie Kassamba, pour l'honneur que vous nous avez fait d'être avec nous dans cette émission. Toujours à la disposition et de la profession et de mon pays pour donner quelques orientations suivant les quelques compétences que nous avons. Nous n'avons pas le monopole de la vérité, mais tout ce que nous disons, nous pensons les analyser avec une certaine pertinence. Merci beaucoup, Président. Merci, chers téléspectateurs. Le Président Jean-Marie Kassamba, c'est un véritable coach. Quand il est venu ici, il nous a prodigué beaucoup de conseils de bienveillance, d'améliorer la qualité du travail, en tout cas, de ce côté-là. Il est vraiment calé, c'est vraiment un modèle, un monument de la presse. Je pense que vous êtes une personne, un modèle pour la jeunesse. Merci beaucoup. Et je suis fier de vous. Je félicite encore le président Bossembe, c'est lui qui est derrière un peu tous ici. Oui. S'il continue à faire ce que je lui ai toujours dit, il va aller de l'avant. Donc aussi bien au CESAC que dans le secteur des médias. Mais il n'est plus journaliste pour le moment. Donc
il doit faire son travail de président. Merci beaucoup, Président Jean-Marie. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est demain, toujours ici, sur Congo Buzz. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.